C'était un peu le lièvre et la tortue entre Faresiam et Benoît Saint-Denis chez les lightweights pour savoir quel Français allait se hisser le plus vite dans le top mondial de la catégorie après l'UFC Paris 3. La course n'est pas terminée, mais les avis c'est comme les trous, enfin, comme les hypes, ça change après un chaos éclair. Deux questions. Comment on passe de Benoît Saint-Denis, le Français avec le plus de hype, à Benoît Saint-Denis, la fraude sans game plan? Comment on passe de Faresiam, le franco-algérien ennuyeux, à Faresiam, la superstar française montante de l'UFC Paris 3? Let's go. Alors j'ai aussi une question pour vous et j'attends vos réponses en commentaire. Qui est responsable de cette élasticité émotionnelle dont nous seuls avons le secret, fier et passionné peuple français? Voilà, j'attends vos réponses dans les commentaires. Avant de commencer, je suis très content de vous retrouver. Un an de pause. Voilà, même si c'était long, c'était nécessaire. Je ne sais pas trop quel va être le format. Une petite vidéo toutes les 2 semaines. Un invité, peut-être, un podcasteur supplémentaire. On verra. Je suis ouvert à tout, je me prends pas la tête. On verra ça plus tard. Sur le plan perso, j'ai un peu décroché avec l'actualité MMA. Je me suis cassé la main gauche en septembre, le pied droit en novembre 2023. Le tout à l'entraînement, tout seul, comme un con, c'est la vie, comme ça. Bon, bref, on passe au premier sujet du jour. Benoît Saint-Denis. Alors, Benoît Saint-Denis, comment on passe de Benoît Saint-Denis, le français avec le plus de hype, à Benoît Saint-Denis, la fraude sans game plan? On envoie des commentaires, c'est dur, hein. C'est très dur. J'aimerais pas être à sa place en ce moment parce que faut être hermétique à énormément de choses qui n'ont rien à voir avec l'aspect sportif, ça doit pas être facile. Alors, le problème, c'est que quand tu mets quelqu'un en main event, il faut le vendre. Et le vendre, ça veut dire lui donner une cote et une aura qui est peut-être en décalage avec la réalité du moment. Et ça, c'est une responsabilité qui est médiatique, qui est très importante et qui est à ne pas sous-estimer. Par exemple, j'attaque personne, mais moi, je kiffe les documentaires qui sont faits avant chaque événement par RMC, par exemple. Mais est-ce qu'ils en font pas un tout petit peu des caisses avec nos athlètes? Est-ce qu'on les voit pas un peu trop beaux à travers des films et des documentaires lumineux, musicaux? C'est très épique. Est-ce qu'on les voit pas un petit peu trop comme des super-héros invincibles? Voilà. Est-ce que finalement, là, on descend pas un petit peu, par exemple, Benoît Saint-Denis, un petit peu de son piédestal, sur lequel on s'était gentiment laissé amener à le mettre? Voilà, je me pose un petit peu cette question. Donc la question du main event, finalement, après une défaite violente contre Poirier et une séparation avec ton head coach dans la foulée, est-ce que c'est si pertinent que ça d'aller taper un main event, sachant qu'en co-main event, bon, on l'a déjà dit, hein, t'as Nassourdine qui est top 4, qui est sur un run magnifique. Bon, bah ça, c'est plus facile de répondre maintenant qu'on a la réponse et qu'il y a une défaite en main event. C'est plus facile évidemment de dire qu'on aurait dû mettre Nassour en main event. Enfin, on pouvait pas le savoir. Mais c'était un pari très risqué quand même. En plus de ça, on nous a vendu une entrée potentielle dans le top 10. Et on a vu, au résultat, le mardi sont tombés les classements, et on a vu que c'est faux puisque le classement n'a pas vraiment bougé. Donc encore une pression supplémentaire inutile pour vendre, pour donner du crédit à ce main event. Et finalement, on s'aperçoit que ce soit le vainqueur ou le vaincu, ça ne le fait pas beaucoup évoluer dans le classement, quoi. Donc ça encore, c'est encore un truc qu'on a rajouté pour vendre et pour vendre et pour vendre. Mais au final, il y avait pas tant de pression que ça sur le fait de gagner une place ou d'en perdre une. On s'aperçoit que la défaite, alors pour moi, personnellement, mon avis, c'est qu'elle est finalement pas si grave que ça. Dans une carrière, ça arrive, après des passages à vide. Hem, Ce qui est important, c'est que, ce qu'il dit après la défaite. Donc sur le fait de devoir se poser, de travailler un game plan, tout autant que le reste, ça c'est encourageant. Alors ce qui est un petit peu moins encourageant,
C'est cette même prise de parole avec cette voix qui est gonflée d'émotion. Il parle du nez, il porte des lunettes. Euh, Moi, ça me touche. Personnellement, franchement, en tant que fan de BSD, en tant que fan du guerrier, on n'a pas envie de le voir comme ça. On n'a pas envie de le voir au plus bas. On a envie de garder cette espèce d'aura mystique qu'il y a autour de lui. Et bon, peut-être que c'était important, que ça lui tenait à cœur de tout de suite éteindre le feu et de s'adresser aux Français, de dire voilà qu'il était désolé, qu'il allait améliorer des trucs. Peut-être que c'était important pour lui de le faire à ce moment-là. Ça lui appartient. Euh, ce qui va être difficile, par contre, donc, c'est qu'avec même le meilleur des game plans possibles, c'est comment tu reviens d'une troisième guerre perdue de cette manière. Donc, il y a eu la guerre contre Eliseo dos Santos, qui a été impactante positivement, on va dire, parce qu'on a découvert Benoît Saint-Denis, le mec résilient, le résistant, qui en voulait et tout, mais n'empêche que c'est pas nous qui avons perdu des années de vie, c'est lui. Il y a eu la défaite contre Poirier, donc je pense qu'elle laisse plus de marques que ce qu'elle en a l'air. Et derrière, seulement quelques mois plus tard, tu as cette défaite violente contre Renato Moicano. Donc c'est très difficile. Donc même si mentalement, t'es un des meilleurs, même si mentalement, t'es au top, si ton corps, il accumule des blessures comme ça et que tu ne laisses pas le temps de recharger les batteries, physiquement, c'est pas possible, c'est impossible. Et ça, en fait, je ne m'amuse pas à faire le jeu du il faut qu'il y ait des gens qui lui disent, il faut qu'il soit entouré de ceci, qu'il fasse des choix, nana et tout. Je connais pas les gens qui l'entourent, donc je ne sais pas en vrai. Mais c'est clair que plus de gens autour de lui vont lui dire qu'il faut prendre du repos, et plus il va écouter, ça c'est clair. Et je pense qu'on a tous envie de le voir revenir dans la cage, mais on a tous surtout envie de le voir se reposer avant tout, quoi. De prendre un vrai moment pour remettre les choses à plat. Donc finalement, on a beaucoup parlé aussi de cette défaite de Benoît Saint-Denis, et ça a éclipsé donc le co-main event. On a très peu parlé de la victoire de Nassourdine. Voilà, ça c'est ce que j'en tire un petit peu. C'est comme ça, je crois qu'on est tous choqués en fait par les images qu'on a vues, et on a tous du mal à remettre de ça. Pour la suite, ben rien du tout, du repos. Franchement, qu'on parle même pas de match-up, de machin, parce que de toute façon, le moment où il va revenir, le match-up dont on parle aujourd'hui ne sera plus du tout le match-up dont on parlera au moment où il sera prêt à recombattre. Donc, ça sert à rien de dire oui, qui se prépare pour Pimblet, qui se prépare pour comment il s'appelle, le grand là? Merde, celui que Moïcano il a battu justement. Turner, ça sert à rien de voir tout ça, parce que ces mecs-là vont aussi gagner ou perdre, et ça va forcément impacter sur le matchmaking. Donc pour l'instant, vraiment, faut parler de repos et de rien d'autre, quoi. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais bien avoir votre avis. N'hésitez pas à lâcher des petits commentaires. C'est le bienvenu. Concernant Faresiam. Comment on passe de Faresiam, le franco-algérien ennuyeux, à Faresiam, la superstar française montante de l'UFC Paris 3. Bien testostéroné le titre. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je suis un peu provocateur dans le. Je fais exprès avec le franco-algérien, nana et tout, parce que j'en ai entendu des pas jolis quand même. Alors je me permets quand même ce petit. Voilà. Ça me fait plaisir quand même. Il prend une belle revanche quand même, parce qu'on en a entendu quand même des saloperies. J'ai envie de dire le mot quand même. Alors d'abord, il y a le petit truc. Petite anecdote que je trouve assez incroyable entre Fares et son partenaire d'entraînement à Lyon, Yanis Guémouri, c'est que depuis leur arrivée, et je cherche pas à victimiser qui que ce soit, ça n'a rien, c'est juste, depuis qu'ils sont arrivés à l'UFC, ils ont eu que des bourbiers, mais que des bourbiers, et leurs défaites, bah moi je trouve qu'elles ont plutôt bien vieilli. Voilà, je tenais quand même à le préciser. Ne serait-ce que Yanis, on parle quand même du coup de William Gomis, qui, qui arrive dans le top 30, je crois, si je dis pas de bêtises, et de Peyton Talbot, qui, franchement, clairement, c'est l'avenir de la catégorie du dessus, en plus. Donc Yanis, il l'a pris, je crois, à une semaine de short notice. Catégorie du dessus. Franchement, il n'y a pas à rougir. Concernant Fares, on parle de Terence McKinney. Le premier, je sais plus qui c'était, Don Mage, je crois, je sais plus.
Bon, il me semblait que c'était une décision un petit peu molle. Concernant McKinney, bon, McKinney, il était à son prime au moment où il a affronté Fares. Après, il a eu des hauts et des bas, mais au moment où il l'a affronté, clairement, c'était une fusée. Donc, c'était pas un cadeau non plus. Et moi, je trouve que par rapport à tout ça, par rapport aux défaites, par rapport aux déferlantes sur les réseaux, par rapport au... Je trouve qu'il a toujours eu l'attitude qui a été la bonne. Mais vraiment toujours. Alors, je pense qu'il est... Déjà, je pense que c'est un mec très intelligent, mais je pense aussi qu'il est très bien entouré. Voilà, moi, concernant Fares, je l'avais déjà dit, je l'ai dit dans plusieurs podcasts que c'était un de mes combattants préférés. Donc je flex un peu. Très content de le voir à ce niveau-là. Quand tu entres par une porte, une toute petite porte, c'est normal de rester dans l'ombre, de bosser dur. Et il l'a dit encore à la sortie de son combat. Il a dit, je travaille, c'est tout ce qui compte, c'est le travail. Et en fait, ça résume bien sa personnalité. C'est un mec discret qui bosse, quoi. Qui bosse, qui bosse, qui bosse. Il a perdu sur sa défense de lutte et sur son jiu-jitsu brésilien. Il est parti aux États-Unis, il a bossé sa lutte, il a bossé ses transitions, ses défenses de clé, ses défenses d'étranglement, parce qu'il s'était fait étrangler, je crois que c'était un rear neck choke contre McKinney. Il a bossé, bossé, bossé. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'ils nous disent en plus, en fait? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils nous vendent? C'est pas une machine à highlight, donc forcément, il va pas nous vendre du, du, du- comment on appelle ça? Du trash talking. C'est pas son style. Mais voilà, pour quelqu'un qui suit Fares, bah, moi je trouve que il y a pas vrai, enfin, je suis pas surpris en fait de ce que j'ai vu. Voilà, c'est ça en fait. Quand on connaît Fares depuis longtemps, je suis pas surpris. Sur son style de combat, peut-être qu'il était bloqué, parce que ce qu'il a fait à Frévola, il savait le faire il y a 10 ans. Donc ça, pour les nouveaux fans qui ont vu Fares arriver à l'UFC et qui disent ouais, c'est un combattant ennuyeux, le mec il était à il est à 6-1 à l'UFC, ça veut dire qu'il était à 6 combats. 4, il était à non, il est à 6-2 à l'UFC, je crois. Euh, donc il est passé par 5 décisions. Et donc là, il a débloqué son compteur finish. Mais euh, avant ça, c'était quand même le genre à avoir du finish. Je crois qu'il était sur 8 finish. Je vais vérifier ça. Donc le KO, il est choquant. Mais moi, voir Fares le faire, c'est un peu la sensation de, tu sais, quand tu retires une écharpe du pied, ça fait ah, enfin, tu vois, enfin, enfin, il nous montre ce qu'il sait faire. Enfin, il nous montre ce qu'il nous a montré avant d'entrer à l'UFC. Moi, je pense que des fois, il y a des combattants comme ça, ils ont ce potentiel, mais il y a la peur d'être cuté, il y a la peur de perdre ce salaire de base qui est pas ouf, on le sait à l'UFC. Il y a les enjeux. Ça affecte plus certains que d'autres. Peut-être qu'il a fallu du temps pour qu'ils se sentent vraiment à sa place. Peut-être qu'il a fallu du temps pour qu'il soit à l'aise dans cet environnement aussi. Ces fight week qui durent une semaine, tout ça. Peut-être que c'était pas trop pour lui, toute cette lumière. Et que ça y est, il s'est acclimaté, il a senti l'odeur du truc à Paris, ça lui plaît maintenant et que ça va mieux. Peut-être qu'il se sent le bienvenu aussi. Donc c'est cool, quoi. Moi, ce que j'ai à vous dire sur Fares, c'est qu'il faut vraiment ne pas le connaître pour le trouver ennuyé dans la cage. Et donc même avant ce combat. Donc tout à l'heure, je vous disais, avant d'entrer à l'UFC, il était sur 8 finishes, dont 5 soumissions. Ça, c'est assez drôle quand même pour quelqu'un qui est allé bosser son grappling, son JJB aux États-Unis, en arrivant à l'UFC. C'est plutôt drôle de se dire qu'avant ça, avant sa carrière à l'UFC, il a eu 5 soumissions. Donc c'est plutôt cool. Je mets aussi ça sur le fait que à l'époque du Pancras, t'avais pas trop le choix. Tu pouvais pas ground and pound, donc peut-être qu'aussi ceci explique cela. Euh, voilà, ça prouve surtout que c'est un combattant qui est surprenant et qui est capable de tout si l'opportunité, elle se présente. Donc, Fares, t'es pas obligé de trash talk, ça c'est sûr, mais je crois qu'il est l'heure d'aller à la rencontre de ton public. Euh, Peut-être pas pour te vendre, mais pour faire plaisir aux gens, pour continuer de les inspirer. Tu vois, moi, il y a un exemple qui m'a tué cette semaine. C'est l'exemple des pots de miel qu'il a distribué à tous les combattants français de l'UFC à Paris. C'était incroyable. C'était un bel exemple. Franchement, c'est super cool. Je trouvais ça super cool. Voilà. Donc, ensuite, et pour finir, ce qu'il faut en parler, le Fares, il n'est pas français, nana, bon. Est-ce que vous pensez que les Nigérians sont rancuniers envers Israël Adesanya de porter un drapeau néo-zélandais ou de vivre en Nouvelle-Zélande ou en Australie?
et de prôner fièrement les valeurs du pays. Je sais pas. Ou l'inverse, hein, ou est-ce que vous pensez que les Néo-Zélandais critiquent Adesanya parce que peut-être qu'il a des manières aussi très nigérianes chez lui? Est-ce que vraiment c'est un truc qui, quand on regarde comme ça et qu'on exporte le problème à l'international chez les autres, est-ce que ça dégage quelque chose de très intelligent? Non. Je sais pas. Moi, c'est ma façon de voir le truc. Perso, moi, j'ai une double nationalité. Je suis pas athlète de haut niveau. Mais si j'étais un athlète de haut niveau, avec ma double nationalité, loin d'une partie de mes racines, loin d'une partie de ma famille, est-ce que j'aurais pas un petit peu envie de flex avec le drapeau de mon père, par exemple, sur les épaules? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que j'aurais pas envie de lui envoyer un message, un clin d'œil, sans forcément me forcer à avoir besoin de dire à tout le monde: «Non, mais vous inquiétez pas, en vrai, je suis français». C'est bon, je le sais que je suis français, j'ai pas besoin de le prouver. Donc, peut-être que c'est un petit peu la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est binational, c'est dur à expliquer ça, finalement, en fait. C'est quelque chose qui est très dur à justifier et je pense qu'il faut l'être pour, le comprendre. Quand on a une double nationalité, on est très rattaché à ses racines, à la nationalité soit du papa, soit de la maman et on a envie peut-être à un moment donné de le mettre dans la balance. Parce que voilà, on vit en France, mais comme on a notre pays aussi, d'origine qui nous titille, ben, on porte un drapeau, nin nin. Voilà, bon, je sais pas, c'est pas une leçon de morale. Aimez qui vous voulez, haïssez qui vous voulez. Moi, j'ai vu des commentaires quand même très, très durs, mais je pense que ça fait pas des gens des mauvais Français parce qu'ils portent un drapeau étranger, ou qui est pas le leur, voilà. Ma question, c'est est-ce qu'on est plus heureux après avoir lâché un petit commentaire, très à droite, hein? Est-ce qu'on est très heureux après avoir, être allé, on prend le téléphone, on prend le temps d'aller sur Insta ou sur, machin et puis on: «Tu n'es pas français, de quoi tu te...» C'est long, on sait pas. Bon, voilà. Voilà, je voulais pas vous faire la morale. Si vous vous sentez pas concerné, tant mieux pour vous, c'est cool. Moi, juste, je vous laisse méditer là-dessus parce que je trouve quand même que c'est un sujet qui est pas beau, en fait. C'est pas beau à voir. Voilà. On a terminé sur ce sujet. Heu, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas la question du jour: qui est responsable qui est responsable de cette élasticité émotionnelle dont nous seuls avons le secret? Voilà. Cher peuple passionné, cher peuple fier, cher Français. Voilà, qui est responsable du fait qu'on passe de «je suis une superstar» à «je suis une fraude» et «je suis une fraude» à «je passe» à «je suis une superstar»? Je vous laisse me répondre en commentaire. Sur ce, vous avez 10%. C'est quoi ce bruit d'insecte là? Bon, vous avez 10% avec le code MMA Club 10 sur othernutrition.com. Abonnez-vous, prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous.